Bonjour à tous et bienvenue pour ce deuxième petit déjeuner de Vibe. Donc, c'est un événement qui est organisé conjointement par deux organisations, l'Institut Vedlen, qui est un think tank qui travaille sur les dimensions économiques de la transition écologique et sociale et que je co-dirige. Moi, je suis en charge de tout un programme sur la politique commerciale de l'Union européenne. Et nous organisons cet événement avec le BASIC, que je laisse Christophe Agneau rapidement présenter aussi. Bonjour, donc je m'appelle Christophe Alliot et je suis président du BASIC. BASIC, c'est un acronyme pour Bureau d'analyse sociétale d'intérêt collectif. Nous sommes un bureau d'études à statut coopératif. Nous travaillons à la fois pour les organisations de la société civile et les pouvoirs publics des échelles locales jusqu'aux échelles européennes et internationales, gouvernementales, sur les questions de mode de production, de consommation et leurs impacts sociaux et environnementaux. Voilà, et donc on a souhaité faire cette deuxième séance sur le sujet de la souveraineté alimentaire ou des souverainetés alimentaires. Il se trouve que ça tombe assez bien dans le calendrier puisqu'on attend cette semaine le nouveau rapport du gouvernement qui est censé être un rapport annuel sur le sujet. Et en fait, on a voulu voir un peu comment ce concept de souveraineté alimentaire avait émergé et voyagé et ce qu'il recouvrait aujourd'hui, puisque c'est un concept, vous savez sans doute, qui a été forgé au départ par la Via Campesina à l'occasion du Sommet mondial de l'alimentation en 1996. Qui désigne le droit des peuples, des États ou unions à définir leur politique agricole et alimentaire sans dumping vis-à-vis des pays tiers, ce qui inclut une priorité donnée à la production locale pour nourrir la population, l'accès aux paysans à un certain nombre de ressources, la terre, l'eau, les semences, etc. Le droit des consommateurs aussi à pouvoir décider ce qu'ils veulent consommer et qui et comment on le produit. Donc, c'est un concept qui recoupe à la fois des notions de droit à l'alimentation, de sécurité alimentaire, d'autonomie alimentaire, sur lesquelles on reviendra dans cette discussion. Ça a été ensuite repris dans une déclaration de Nieleni en 2007 par un certain nombre d'organisations et de mouvements de la société civile. Mais depuis quelques années, le terme est repris très largement, notamment au moment de la crise économique liée à la crise du Covid. On a vu par exemple la FNSEA écrire un manifeste pour une souveraineté alimentaire solidaire en 2010. On a aussi vu que ce terme était repris dans le nom des ministères de l'Agriculture en France en 2022, mais aussi en Italie par le gouvernement Meloni. Et puis, le terme a été intégré dans la loi française avec la loi sur l'orientation de l'agriculture, avec une définition qui est la suivante: le maintien et le développement des capacités de la nation à produire, à transformer et à distribuer les produits agricoles et alimentaires nécessaires à l'accès de l'ensemble de la population à une alimentation saine et le soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale. Donc, on voit une définition déjà un peu différente de celle qui était au départ posée par la Via Campesina. Donc, avec là l'accent mis plutôt sur la pérennité et l'attractivité du secteur agricole, sur la facilitation des transmissions des installations et sur la juste rémunération des agriculteurs. Donc, c'est dans ce cadre-là qu'un premier rapport a été publié par le gouvernement en avril 2024 sur la souveraineté alimentaire et qu'un deuxième est arrivé, je le disais, cette semaine. Et que des conférences sur la souveraineté alimentaire, normalement, seront organisées impliquant des filières au cours de l'année 2026, qui se termineront par une grande conférence transversale. Donc, pour décortiquer tous ces enjeux et discuter des différentes approches possibles, des ambiguïtés qu'elles soulèvent, voire des éventuelles contradictions, on a voulu partir d'un rapport récent sur le sujet, qui est le rapport qui a été publié par l'association Terre de Liens en février dernier. Et donc, Colline Sevran, qui est chargée de plaidoyer pour l'association Terre de Liens, vient nous le présenter. Merci beaucoup et c'est à toi. C'est à moi. Merci beaucoup pour l'invitation. Donc effectivement, Terre de Liens, donc c'est une organisation qui travaille pour la préservation et le partage des terres agricoles pour faciliter les installations agricoles. Et depuis 4 ans maintenant, nous publions chaque année un rapport sur l'état des terres agricoles. Et cette année, nous avons souhaité nous pencher sur cette épineuse question de la souveraineté ou des souverainetés alimentaires.
Peut-être sans surprise, Terre de Liens est plutôt aller chercher du côté de la définition historique de la souveraineté alimentaire, en tout cas dans ce qu'a posé initialement la Via Campesina en 1996, qui est aussi une définition qui a été reprise dans la Déclaration des Nations Unies pour le droit des paysans en 2018, texte dont est signataire la France. On a donc accès. Mince, comment on le passe? Là, super. Alors, donc moi je ne vois pas les slides, mais je vais me retourner un petit peu. Petit rappel, donc la France, hein, c'est un potentiel nourricier assez important puisque nous disposons de 28 millions d'hectares de terres agricoles, ce qui est largement suffisant pour nourrir la population française puisqu'on pourrait nourrir 130% de la population, donc nous avons clairement un excédent. Alors, je vous ai quand même donné une petite carte que nous avons générée avec le BASIC il y a quelques années par des partenaires pour montrer aussi que voilà, forcément le potentiel nourricier d'un territoire se calcule en fonction des terres agricoles, mais aussi de la population. Et donc, sans surprise, on retrouve certains territoires avec plus de population, notamment dans le sud de la France ou dans le bassin parisien, où il est difficile de nourrir la population d'un territoire donné avec les terres agricoles, puisqu'on a une concentration importante de personnes qui y vivent. Néanmoins, à l'échelle de la France, donc on a largement assez de terres agricoles pour nourrir la population, donc pour couvrir la consommation interne. Et ça tombe bien parce que c'est quand même une question qui est revenue assez fortement, je pense, depuis la crise sanitaire de 2020. Et depuis, voilà, on s'est rendu compte quand même que les échanges internationaux qui faisaient un petit peu la base de notre système alimentaire pouvaient s'arrêter brusquement. Et donc, la question était, est-ce qu'on est quand même capable de se nourrir? Et donc, on a commencé à regarder un indicateur qui s'appelle le taux d'auto-approvisionnement. Et donc, ce taux d'auto-approvisionnement, voilà, il est calculé par France Agrimer depuis plusieurs années. Et donc, ça tombe bien, on se rend compte que quand même dans pas mal de productions, alors je ne vous ai pas remis le tableau en entier, mais dans pas mal de productions, on est a priori et théoriquement autosuffisant. Pourquoi théoriquement? Parce que ce taux d'auto-approvisionnement, c'est la capacité théorique de la production française à couvrir la consommation interne. Et quand je dis consommation, c'est bien entendu la consommation des habitants, mais aussi la consommation des industries. Donc, mis à part la viande ovine et le soja, on est plutôt au-delà de 80%, voire au-delà de 100% de couverture théorique. Ça tombe bien, puisque la définition qu'on retient assez spontanément de la souveraineté alimentaire, c'est cette question de la capacité à couvrir cette consommation. En revanche, si on reprend la définition de la Via Campesina, on se rend compte qu'il y a pas mal de choses qui sont oubliées si on s'arrête là-dessus. Parce que la Via Campesina, elle disait quoi? Elle disait la souveraineté alimentaire, c'est le droit des peuples à une alimentation saine et culturellement appropriée. Alors, le culturellement approprié est souvent oublié aussi. Produite avec des méthodes durables, deuxième élément, et le droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire. Et ce droit des peuples de définir leur propre système agricole et alimentaire, alors là, il disparaît carrément des définitions qu'on va retrouver dans les rapports de France Agrimer et aujourd'hui dans la loi d'orientation agricole. Néanmoins, ce taux d'auto-approvisionnement reste l'élément clé qu'on regarde, mais on regarde aussi évidemment la couverture réelle de la consommation nationale par la production nationale. Et là, on a pas mal d'indicateurs qui passent dans le rouge. Si je prends par exemple les fruits tempérés, donc des fruits qu'on peut produire en France, on a un taux d'auto-approvisionnement en théorie de 82%, mais une couverture réelle de 63%. Et donc, ce qui fait que la dépendance aux importations, finalement, est plus importante que ce qu'on aurait pu penser si on regardait que la première colonne. Alors ça, c'est en partie dû à deux éléments. La première, c'est qu'on a une partie de notre production qui est aujourd'hui destinée à l'exportation. Et Solagro calcule que c'est près de plus de 40% des terres agricoles qui produisent pour l'exportation aujourd'hui. Mais un deuxième élément, c'est aussi qu'on a une industrie agroalimentaire qui est très importante en France puisqu'on consomme énormément d'aliments transformés, qui est
fortement importatrice. C'est-à-dire que quand on regarde, par exemple, au rayon frais, de la viande bovine, ou du porc, ou du beurre, ou du poulet, on va avoir plutôt des produits bruts français. Mais par contre, quand on regarde dans les aliments transformés, du coup, là, le niveau de produits français baisse drastiquement. Pour le beurre, on est à moins de 50% de beurre français utilisé par l'industrie agroalimentaire. Donc, ça explique aussi en partie le niveau un petit peu de dépendance aux importations. Alors, la problématique, c'est que on exporte beaucoup. C'est vrai que souvent, on a tendance à dire on exporte pour nourrir le monde. Bon, il faut quand même regarder qu'on exporte quand même beaucoup de vins et spiritueux, de produits d'épicerie. On exporte beaucoup vers l'Union européenne. Alors, une partie, certes, va être réexportée derrière. Mais bon, néanmoins, la part des exportations qui sont réellement destinées à des pays qui auraient besoin de ces exportations pour leur sécurité alimentaire est finalement pas si importante dans les exportations françaises. Et par ailleurs, il y a beaucoup d'études qui montrent aussi que certaines de nos exportations dans ces pays vont avoir un impact assez négatif sur les filières locales. Si je prends l'exemple de la poudre de lait, puisque nous sommes un grand pays producteur de lait, on exporte de la poudre de lait avec une qualité nutritive qui est moins importante et qui va venir mettre en concurrence, être en concurrence avec des éleveurs localement. Donc la question de nourrir finalement le monde, elle vient un petit peu en compétition, notamment avec cet élément de la définition de la souveraineté alimentaire dont je parlais, qui était cette capacité des peuples à définir leur système alimentaire. Ce qui est assez étrange, c'est que c'est quand même une dimension qui est assez critiquée aujourd'hui par les agriculteurs français eux-mêmes, avec notamment les accords qui sont en train d'être négociés avec le Mercosur, par exemple. Cette arrivée de produits d'importation qui viendra en concurrence avec des filières locales. En plus de cela, on a des filières qui sont assez dépendantes des intrants. Alors ça, le gouvernement, peut-être que Christophe reviendra un petit peu dessus dans les indicateurs de FranceAgriMer, la dépendance aux importations d'intrants, elle est très forte, et notamment pour des produits d'exportation, donc cette production de masse qui fait un petit peu le fleuron de l'agriculture française. Donc évidemment, dépendance aux engrais, on importe 8,5 millions de tonnes d'engrais chaque année, avec une dépendance assez importante aux minerais et au gaz pour fabriquer ces engrais. Minerais et gaz dont nous ne disposons pas en France, évidemment, et donc ce qui nous rend très dépendants des pays qui en sont producteurs, dont la Russie, le Maroc, l'Égypte. Donc là, vous avez sur cette carte, en fait, les régions en rouge et noir les plus consommatrices d'engrais de synthèse. Donc là, c'est en euros par hectare, et on retrouve en fait les grands bassins de grandes cultures en France. On a aussi évidemment une dépendance aux aliments pour la production animale, pour les élevages intensifs, 4 millions de tonnes de soja par an. Si on voulait produire ce soja en France, il faudrait y consacrer l'équivalent des terres agricoles de la Bretagne. On a aussi une forte dépendance aux pesticides. Bon, là, on est plutôt producteur de pesticides, mais quand même, on est assez dépendant. Et encore une fois, on retrouve finalement des zones de production destinées à l'exportation, notamment, là, c'est les bassins de grande culture, mais aussi les bassins de production viticole. Avec tout ça, avec tant d'exportations, comme je le disais, on a une production, une assiette. Nos aliments sont assez dépendants des importations. En partie aussi parce que, donc, je le disais, on consomme beaucoup d'aliments transformés, mais aussi nos lieux d'achat sont de plus en plus les lieux de grande distribution, avec des grandes enseignes comme Leclerc, Carrefour, Intermarché, qui vont concentrer vraiment la majorité des parts de marché. Ces grandes enseignes, qu'est-ce qu'elles font? Elles font jouer évidemment la concurrence entre les producteurs, qu'ils soient français ou étrangers, et entre les produits transformés, grâce à la réduction des coûts de transport et aussi aux technologies qui ont permis en fait de conserver la chaîne du froid sur des très longues distances, ce qui fait qu'aujourd'hui on peut consommer du mouton néo-zélandais frais, sans souci.
Et donc, forcément, ça va augmenter la capacité de ces enseignes à mettre en concurrence les producteurs à une échelle internationale. Le résultat, c'est que on importe une partie de ce qu'on consomme, donc un tiers des fruits tempérés et légumes que nous consommons sont importés. Quand je dis fruits tempérés et légumes, c'est vraiment, je parle de produits qui sont vraiment produits en France. Et donc, on estime à 10 millions d'hectares les terres agricoles qui sont mobilisées en dehors de France pour produire des aliments que nous consommons en France. Avec des importations qui ne cessent d'augmenter, puisque nos importations alimentaires ont doublé en 20 ans. Donc, en fait, si on regarde la courbe, j'aurais pu vous la mettre, si on regarde la courbe des exportations, ça augmente, mais la courbe des importations augmente également. Ce qu'il faut retenir quand on entend dans la loi d'orientation agricole qu'on va maintenir, voire développer nos capacités exportatrices, c'est que si on augmente les exportations, on va aussi augmenter nos importations. Et donc, qui dit importation dit vulnérabilité aussi de notre système alimentaire, parce que crise sanitaire, comme on a pu l'observer, le commerce international peut se bloquer, mais aussi crise géopolitique. Là, on voit bien avec la Russie, finalement, notre agriculture se retrouve un petit peu aussi pris dans cette crise géopolitique. Et puis aussi parce qu'avec ce développement on va dire, des capacités exportatrices, on produit plutôt de la masse, et donc on va aussi réduire la diversité de notre agriculture. Alors certes, on l'a vu sur notre capacité théorique à produire dans un certain nombre de filières, on est plutôt bon, mais quand même, il y a certaines filières qui sont assez stratégiques pour l'alimentation, qui n'ont pas aujourd'hui assez de terres dédiées en France. C'est le cas notamment des légumes, des fruits et des légumineuses, parce qu'on a fait des choix aussi politiques d'orienter une majorité de nos terres agricoles vers des grandes cultures type colza, céréales, le blé, le maïs, etc. Qui augmente aussi la vulnérabilité des terres, puisque on a donc une perte de diversité des assolements et donc une augmentation aussi de la vulnérabilité des cultures qui les rendent à la fois plus dépendants des pesticides pour conserver un certain niveau de rendement et plus dépendants des engrais, puisque quand on produit massivement, on a aussi besoin de réalimenter les sols avec des engrais de synthèse qui vont permettre de maintenir un certain niveau de rendement, mais par contre qui ne vont pas permettre de conserver la capacité des sols à produire en quantité nécessaire sur le long terme sans l'apport de ces intrants de synthèse. Donc, pour l'axe 1 de la souveraineté alimentaire, donc celui qu'on connaît le mieux finalement, on se rend compte qu'on a un système qui est très dépendant des importations. Et par ailleurs, on a aussi un paradoxe assez important, c'est que on a une précarité alimentaire qui est grandissante en France. On a 45% des Français qui déclarent en 2022 qu'ils ne mangent pas toujours les aliments qu'ils souhaiteraient, notamment pour des questions économiques, et avec un niveau d'inflation aussi sur les prix alimentaires qui augmente. On est à plus de 23% sur les 4 dernières années. On a un deuxième paradoxe, c'est celui de la santé, santé nutritionnelle. On a des régimes déséquilibrés, donc on peut se dire certes on mange assez, mais finalement on ne mange pas ce qu'il faudrait pour rester en bonne santé. Et donc ces impacts sur la santé coûtent assez cher à la société. 12 milliards d'euros chaque année. Ça a été calculé par le Basic dans un rapport pour les CIVAM, la Fédération française des diabétiques, et Solidarité Paysans et le Secours catholique. Je ne vais pas en oublier. Par ailleurs, on a aussi évidemment l'impact sur la santé via les pesticides. Alors là, pour l'instant, on reconnaît quand même l'impact sur la santé des agriculteurs, qui sont les premiers concernés. Et depuis 2023, depuis 2020, on a un fonds d'indemnisation des victimes des pesticides. En 2023, ça a bénéficié à plus de 500 personnes pour un montant total de 13 millions d'euros. Et évidemment, depuis la création en 2020 de ce fonds, les montants qui sont distribués pour aider les victimes des pesticides va en augmentant de manière exponentielle. Alors, si on s'intéresse maintenant à la deuxième dimension de la souveraineté alimentaire telle qu'elle est définie par la Via Campesina, qui est vraiment cette question des méthodes durables, parce que c'est bien de se nourrir aujourd'hui, mais c'est quand même bien de savoir qu'on va être en capacité de se nourrir aussi demain, et donc ça implique quand même de préserver de manière assez importante les ressources, les terres, l'eau,
mais aussi d'avoir des agriculteurs et des agricultrices pour travailler sur ces terres. Donc là, je vous propose une petite carte qu'on a réalisée l'année dernière avec Terre de Liens. C'est le taux de remplacement des exploitants et co-exploitants agricoles sur 2010-2020. Donc, en gros, les zones oranges, qui sont les plus inquiétantes, ça veut dire qu'on a un taux de remplacement qui est inférieur à 50%, donc moins de 1 agriculteur sur 2 qui cesse son activité est remplacé. Là encore, c'est assez intéressant de regarder comment cette carte vient recouper, on va dire, certains bassins et certaines orientations de production française, où finalement, on a des zones qui sont beaucoup moins impactées par cette question du fameux renouvellement des générations que d'autres. Alors, pas de souveraineté alimentaire sans paysans. En se basant un petit peu sur comment a évolué la profession agricole entre 2010 et 2020, nous, ce qu'on calcule pour 2030, c'est qu'il resterait plus que 300 000 agriculteurs et agricultrices en France en 2030. Donc, c'est assez loin des objectifs qui sont posés dans la loi d'orientation agricole, qui est plutôt autour de 500 000 agriculteurs. La problématique, c'est que déjà, il y a de moins en moins de personnes pour travailler. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais il y a des technologies, des machines qui permettent aujourd'hui pour une seule et même personne de travailler plus de terre. Le problème, c'est que même si on est en capacité de travailler plus de terre, on n'est pas forcément en capacité de maintenir la diversité des cultures qui étaient initialement présentes sur ces terres. C'est-à-dire que quand un agriculteur cesse son activité et que la ferme n'est pas reprise, les terres vont très probablement, en tout cas pour les meilleures, rester agricoles, mais elles vont venir intégrer d'autres fermes. Et donc, ces fermes-là, elles vont finalement juste étendre leur système productif sans forcément conserver la diversité. Et donc, aujourd'hui, on tend vers cette homogénéisation qui, comme je le disais tout à l'heure, va aussi de pair avec une plus grande dépendance aux intrants et aux pesticides pour maintenir les capacités de production, et une alimentation qui est aussi plus standardisée. On a moins de diversité de production. Il y avait un rapport de l'Assemblée nationale sur la souveraineté alimentaire qui disait la reconquête de la souveraineté alimentaire ne pourra se faire qu'avec les agriculteurs pour revaloriser ces métiers et susciter des vocations. La question du revenu demeure centrale. Donc évidemment, aujourd'hui, si on veut maintenir en fait cette question de la souveraineté alimentaire, il faut s'attaquer à la question du revenu des agriculteurs et des agricultrices, à la disparité dans la profession, parce qu'aujourd'hui, il y en a qui gagnent très bien leur vie et d'autres pas du tout, à la disparité entre les filières aussi, parce qu'effectivement, s'installer en agriculture aujourd'hui, les investissements que ça implique pour les revenus qui sont proposés, c'est assez compliqué. Et bon, la loi Egalim, les lois Egalim qui sont arrivées dans le panorama français depuis plusieurs années, aujourd'hui ne facilitent pas vraiment, ou en tout cas n'atteignent pas vraiment leur objectif de rééquilibrer le partage de la valeur entre les producteurs et l'aval de la filière. Alors, au-delà des agriculteurs et des agricultrices, évidemment, on a les ressources naturelles, dont l'eau. Et donc, l'eau est aussi un enjeu très important en quantité pour permettre de maintenir notre capacité de production, puisqu'aujourd'hui, on voit bien qu'avec les évolutions climatiques, on a de plus en plus besoin d'irrigation, mais aussi l'eau comme aliment de première nécessité pour toutes et tous. Et là, ça recoupe en fait nos techniques de production, puisque l'usage des pesticides qui ne baisse pas malgré les engagements de la France depuis des années à réduire la consommation de pesticides, et avec aujourd'hui des stations, des niveaux de pollution aux pesticides dans les eaux de consommation qui sont assez élevés. Et ce qui se retrouve déjà sur finalement les factures d'eau aussi des citoyens, des citoyennes. Et donc forcément, si on a un budget donné et que de plus en plus d'argent va vers le loyer qui augmente, les factures qui augmentent, aussi la part de revenus disponibles pour l'alimentation est réduite. Et ça, c'est un vrai enjeu, c'est de maintenir en fait une capacité et un accès à l'alimentation de qualité sans forcément trop augmenter le coût pour les citoyens.
j'en ai déjà parlé, mais du coup, évolution climatique et les besoins en irrigation qui augmentent. Donc là, on a fait une projection à 2065 sur un petit peu le niveau de recharge des nappes phréatiques et des bassins versants. Et donc là, vous voyez bien que finalement, il y a certaines zones qui sont particulièrement, on va dire, on peut commencer à s'inquiéter sur les projections de niveau de rechargement qui peuvent correspondre à certains endroits à des zones où on a beaucoup, enfin la part de la surface agricole utile est très fortement irriguée, notamment le sud-ouest de la France. Si j'en viens maintenant, ah non, j'ai plus de slide, mais j'ai pas fini. Un dernier élément, donc c'est évidemment cette troisième dimension de la souveraineté alimentaire qui n'existe pas dans les définitions que le gouvernement a choisi de retenir dans la loi d'orientation agricole, malgré le fait que la France, comme je le disais, est signataire d'une déclaration des Nations Unies dans laquelle la définition de la souveraineté alimentaire de la via campesina apparaît. Ce troisième élément, c'est la capacité d'autodétermination de la population sur son système agricole et alimentaire. Et l'absence de démocratie sur le système alimentaire, aujourd'hui, elle est très importante. On mange 3 fois par jour. L'alimentation, c'est quelque chose qui est intime, qui est social, qui est culturel. Donc, il y a un vrai enjeu, finalement, à se réapproprier ces questions agricoles pour pouvoir agir aussi sur la qualité de notre assiette. Évidemment, il ne s'agit pas de déposséder les agriculteurs de cette question-là, mais bien de travailler ensemble, citoyens, agriculteurs et tous les acteurs du milieu de chaîne, pour retravailler ensemble ce système alimentaire qui, on le voit bien, est très vulnérable, et ça, je pense que tout le monde en a conscience. À quel endroit ça peut s'exercer? Alors, je pense qu'on y reviendra un petit peu, mais il y a vraiment cette question de la gouvernance à différents niveaux. Nous, on travaille avec Terre de Liens sur les terres agricoles et on voit bien qu'au moment de la définition et de l'orientation de l'usage des terres agricoles, finalement, les habitants ou leurs représentants sont assez peu écoutés, représentés au moment où les terres sont attribuées, que ce soit via les comités techniques SAFER au moment des ventes de terres agricoles, ou que ce soit dans les commissions départementales d'orientation agricole au moment de l'attribution des autorisations d'exploiter. À titre d'exemple, il y a quelques mois, on a un peu travaillé, c'était près d'Angers, qui avait une 60aine d'hectares qui étaient disponibles et un collectif s'est monté d'agriculteurs, enfin de personnes qui voulaient s'installer, donc 4 personnes qui voulaient faire du maraîchage, de l'élevage et de la boulangerie, de la production de céréales pour du pain en bio. Et finalement, le comité technique SAFER a décidé d'attribuer, enfin d'éclater les terres entre plusieurs agriculteurs, dont des personnes déjà installées, pas forcément en bio. Et finalement, quand la communauté de communes sur lesquelles se tenaient les terres a été interrogée, enfin ils ont dit, bah non, nous, on nous a pas demandé, le comité technique SAFER ne nous a pas demandé ce qui nous semblait pertinent aussi pour notre territoire, sachant qu'aujourd'hui, on entend beaucoup parler des projets alimentaires territoriaux. Cette question un petit peu de redonner de la capacité au territoire à proposer une partie de l'alimentation en local. Mais si on n'a pas des terres agricoles pour ça, c'est assez compliqué de pouvoir proposer cet approvisionnement local, que ce soit pour des marchés, pour des cantines ou autres. Alors, est-ce que la souveraineté alimentaire, ça serait possible? Moi, si je reprends mes 3 axes, l'accès à l'alimentation, oui, comme je le disais en début, on a assez de terres pour nourrir l'ensemble de la population. Donc, la question de la répartition de ces terres au profit de projets nourriciers se pose, et c'est là que c'est important d'avoir des espaces de discussion démocratique. Les pratiques durables, il y a quand même plusieurs scénarios prospectifs qui montrent que techniquement, c'est possible, que ce soit le scénario AFTER de Solagro à l'échelle française, le scénario TIFA, de l'IDRI à l'échelle européenne, mais c'est sûr qu'il y a un besoin d'accompagnement des agriculteurs qui ne vont pas porter cette transition tout seul, mais aussi d'accompagnement de l'industrie de la distribution et de la distribution pour avoir une filière et un marché derrière. Sinon, c'est sûr que les agriculteurs n'iront pas vers cette transition. Et enfin, le droit des peuples à définir leur système agricole et alimentaire. On est encore dans une démocratie, on a des moyens pour permettre aux gens de s'exprimer, que ce soit au niveau national, mais encore plus au niveau territorial avec, je citais, les projets alimentaires territoriaux qui peuvent être des vrais espaces de discussion et de décision ou de co-construction.
Encore faut-il s'en donner les moyens. Donc, les moyens, c'est déjà une régulation foncière plus transparente et démocratique, des politiques publiques qui convergent vers cet objectif. On a près de 50 milliards d'euros qui sont de dépenses publiques qui sont destinées au système alimentaire dans son ensemble en France tous les ans. Il y a un bureau d'études qui s'appelle I4C qui a calculé que 70% de ces aides publiques pourraient être orientées ou en tout cas incitatives pour l'ensemble des acteurs pour aller vers la transition agroécologique. Et enfin, évidemment, des moyens humains pour animer et mettre en œuvre des systèmes alimentaires de manière concertée avec l'ensemble des acteurs. Merci beaucoup. Peut-être qu'avant de passer à la deuxième partie, s'il y a des questions de clarification, de compréhension sur ce qui a été présenté sur le rapport des Terres du Liens, on peut prendre quelques questions. Si vous en posez dans la salle, c'est bien de dire qui vous êtes au moment où vous la posez, s'il vous plaît. Et puis, on peut prendre des questions par écrit aussi ou donner la parole à certains en ligne qui le souhaiteraient. Alors, j'ai une question au fond. Je m'appelle France Arrange, je suis la fondatrice d'une fleur ici. On a relocalisé la fleur. On a essayé de relocaliser la fleur un petit peu française. Et vous avez dit quelque chose que j'aimerais bien, c'est plutôt une clarification. Vous avez dit qu'au fur et à mesure que les exploitations, enfin que les paysans partent à la retraite et ne sont pas remplacés, ça favorise de la monoculture, en gros, si je fais dans les profiles. Une spécialisation en tout cas. Est-ce que vous pouvez revenir sur ce point et expliquer pourquoi en fait, est-ce que c'est pour des questions de distribution derrière? Pourquoi est-ce que c'est plus complexe en fait de garder de la polyculture dans ces cas-là? Alors, ouais, effectivement. Donc, ce que je disais, c'est qu'aujourd'hui en France, sur 10 agriculteurs et agricultrices qui cessent leur activité, il n'y en a que 6 qui sont remplacés. Donc, ça veut dire que pour les 4 autres, en gros, ils cessent leur activité, ils ont des terres. En moyenne, en France, c'est 70 hectares. Ces terres-là, si elles ne sont pas reprises pour une installation ou pour reprendre le projet, on va dire, de la ferme, elles vont être distribuées entre les voisins qui sont toujours ravis, aussi incités par certaines politiques agricoles à s'agrandir parce qu'aujourd'hui, on a encore une politique agricole commune qui est distribuée à l'hectare, par exemple. Et donc, le voisin d'à côté, faut se mettre aussi à sa place. Il a déjà, lui, sa ferme qui fait 50, 70, 100 hectares. S'il récupère 20 hectares ou 30 hectares de plus, il va pas forcément s'amuser ou il va pas forcément avoir les capacités à développer une nouvelle culture, une nouvelle activité, parce qu'il va pas forcément, c'est pas ces 20 hectares-là qui vont lui permettre de de créer un nouvel emploi. Donc, on a aussi de la destruction d'emplois dans les campagnes. Et donc, finalement, ce qu'il va faire, c'est juste agrandir, lui, son système tel qu'il l'a conçu, en intégrant ces 20 hectares supplémentaires. Et donc, il va pas forcément, il va rester sur son système productif. C'est pour ça qu'en fait, petit à petit, donc c'est un mouvement qui est assez insidieux aussi, et c'est tout à fait légitime de la part d'un agriculteur de se dire, chouette, j'ai 10 hectares, 20 hectares de plus, juste je l'intègre, mais ça va pas forcément impliquer qu'il va augmenter la durée de ses rotations, intégrer des nouvelles cultures dans ses rotations, cesser d'utiliser certains produits qu'il utilisait déjà, etc. Il va juste profiter de ce petit agrandissement, parce que c'est vraiment des petits agrandissements. Et c'est vrai que souvent en France, on nous pose la question de est-ce qu'il y a de l'accaparement des terres, est-ce qu'il y a des investisseurs chinois qui viennent sur nos terres. Finalement, le mouvement de concentration des terres en France, il est de ce fait-là. Il est du fait d'agriculteurs en place qui ont des opportunités par petits bouts de s'agrandir petit à petit et qui l'apprennent parce que, vu leur niveau de revenu par ailleurs, en fait, l'agrandissement, c'est un des moyens d'augmenter un petit peu sa production et donc de pouvoir avoir un revenu un petit peu plus important. Mon voisin juste un petit point, parce que la question est très bonne. Vous trouverez les détails dans l'étude qu'on a rendue publique à l'automne dernier sur le système alimentaire français. Compléter ce que dit Colline, il faut aussi regarder toute la chaîne de valeur. La chaîne de valeur est structurée à la fois côté milieu de chaîne, capacité de transformation et toute la partie distribution, je vais revenir après, pour une demande qui va avec la spécialisation. Il faut pouvoir produire en quantité suffisante par rapport aux demandes du reste de la chaîne qui se concentre beaucoup plus vite encore que la partie agricole. Donc, il faut fournir ce dont les usines ont besoin. Et encore, c'est la
concentration est encore plus prononcée la plupart du temps chez nos voisins européens. C'est tout le système européen qui est dans cette direction-là depuis des décennies. Et puis les prix dont parlait Pauline, c'est-à-dire que ceci est assis sur des prix qui sont peu rémunérateurs. Tous les paysans sont mis en concurrence, donc il faut à tout prix des surfaces et des quantités suffisamment importantes pour s'en sortir. Et donc on perd notre polyculture, notre polyélevage. Il y a des personnes dans ça qui connaissent ça mieux que moi qui vont en parler, mais on la perd à vitesse grand V. Parce qu'économiquement, le système économique n'est pas fait pour lui permettre de trouver sa rentabilité aujourd'hui. Et mes questions devant. Oui, bonjour, Florian Fouché de Maëlab. On développe des outils de modélisation et d'évaluation d'impact des transitions agroécologiques. Bon, d'abord, merci pour ces rapports, parce qu'ils sont franchement très denses et très utiles quand on travaille sur ces sujets-là. Moi, j'avais une remarque et une question plutôt sur les préconisations. J'ai lu en détail le rapport. Je trouve que la partie préconisation, elle est toujours légère, en fait, au regard mais c'est pas une critique, mais au regard des enjeux. On parle d'un manque de souveraineté, d'une grande vulnérabilité du système. Et en fait, dans les préconisations, il y a tout un tas d'actions qu'on aurait pu formuler il y a une dizaine d'années, qui ont été formulées il y a une dizaine d'années, qui ne parlent pas non plus de tout ce qui va être libre-échange, protection aux frontières. Sur le revenu des agriculteurs, en fait, la marge de manœuvre, elle est très légère. On parle là d'une spécialisation qui contraint les agriculteurs aussi. Et du coup, en fait, ma question, je peux le formuler sous forme de question. Est-ce qu'il y a une volonté de travailler et d'approfondir les préconisations, des axes d'action à la hauteur des enjeux, en fait? Parce que sinon, je trouve que les PAT, on le voit, répondent pas complètement aux enjeux. Voilà, je trouve qu'il y a finalement, on n'avance pas assez vite. Oui, la partie préconisation, on va dire, qui sont dans les rapports de Terre de Liens, par exemple, c'est vraiment la face émergée de l'iceberg, c'est-à-dire que par ailleurs, il y a tout un travail de plaidoyer que nous, on réalise, où on va avoir des documents beaucoup plus techniques sur chacune de ces préconisations. Donc, c'est vrai qu'on ne met pas dans le document, on va dire, un peu plus grand public, tout ce qu'on va développer en termes de recommandations, de rédaction d'amendements. On travaille énormément avec les députés sur chaque proposition de loi qui va toucher à ce sujet-là. On va travailler avec eux sur comment est-ce qu'on peut modifier les textes de loi qui sont proposés au Parlement. Par ailleurs, on va publier probablement, peut-être en fin d'année. Nous, on a un document de propositions vraiment techniques. Alors, nous, on est sur le sujet de terres agricoles. Donc, c'est vrai que des fois, on se dit aussi, bah voilà, nous, on va se focaliser sur ce qu'on connaît. Et c'est vrai que des fois, on se permet de faire un pas de côté et de dire, bah, on va quand même parler des préconisations qui sont faites sur l'ensemble de la chaîne parce que c'est important, effectivement, de ne pas laisser de côté que ce soit les politiques commerciales, les politiques en faveur de l'agro-industrie ou de la distribution. Mais nous, notre cœur du métier, c'est les terres agricoles, donc on se focalise beaucoup là-dessus. Et donc, on a un document qui s'appelle Préserver et partager, qu'on est en train de mettre à jour et de travailler avec d'autres acteurs de la société civile et du monde agricole qui travaillent et qui sont spécialistes de ces sujets-là, vraiment sur la dimension terre agricole. Et après, on a évidemment des partenaires avec lesquels on travaille pour aller sur les autres maillons de la chaîne, on va dire. Mais si ça vous intéresse, on peut tout à fait en discuter. On pourra développer un petit peu, mais c'est vrai que c'était aussi pour nous l'ambition de ces moments collectifs de croiser certaines analyses, certains rapports, parce qu'il y a beaucoup d'intersections et il y a des sujets qui sont effectivement parfois à travailler en silo et c'est difficile d'avoir une vue d'ensemble et d'articuler tous les champs de politique publique dans lesquels il faut intervenir pour essayer d'orienter comme il faut ces évolutions. Et donc, c'est un peu l'ambition aussi d'avoir de l'intelligence collective autour de ces travaux et de se nourrir aussi des travaux des uns des autres pour avancer. Il y avait encore une question. Oui, c'est un peu complémentaire. En fait, je me demandais justement, est-ce que vous allez challenger, donc il y a les élections municipales l'année prochaine, est-ce que vous prévoyez des actions justement de confronter un peu les décideurs locaux qui peuvent vraiment faire interface avec notamment la SAFER et les agriculteurs qui ont partance à la retraite? Ouais, alors nous, à Terre de Liens, on a quand même
un gros volet de notre travail, et de plus en plus, qui est de travailler avec des collectivités qui viennent nous voir. Alors, des fois, c'est pour que Terre de Liens achète des terres parce qu'ils n'ont pas forcément la capacité, mais aussi pour travailler autour de ce qu'on appelle la stratégie foncière. Donc, comme je le disais, hein, on ne peut pas relocaliser une partie de la production ou en tout cas orienter les terres agricoles vers de l'alimentation locale si on n'a pas la main sur les terres agricoles. Donc, des fois, ça va être au moyen d'acquisition, mais ça peut être aussi au moyen de travailler avec des propriétaires privés d'un point de vue de la collectivité pour les inciter à louer si jamais les terres ne sont pas louées, etc. Donc, il y a tout un volet d'actions foncières qui sont à disposition des collectivités. C'est assez complexe. Il faut beaucoup de volonté politique pour y aller. On a aussi tout un réseau là qui est en train de se développer sur les régies municipales. On a maintenant des exemples qui ont 10 ans d'expérience de fermes qui sont dédiées vraiment à approvisionner au local, des cantines, etc. Donc, de base, on a cette action-là et on travaille avec beaucoup de collectivités. On participe aussi, dans la mesure du possible, dans les projets alimentaires territoriaux. Et effectivement, dans le cadre des municipales, on a un petit peu l'ambition de pouvoir au moins avertir les candidats qu'ils ont ces moyens d'action, parce que souvent, dans les petites communes, notamment, ce qu'on nous répond, c'est mais on n'a pas la compétence, on n'a pas de terre agricole, on ne peut pas agir, on n'a pas la compétence agricole, on ne peut pas agir là-dessus. Et en fait, de fait, il y en a qui le font. Donc, s'il y a la possibilité d'y aller, mais voilà, déjà, il faut se sentir légitime à le faire. On a une question en ligne qui dit que la diminution de la surface agricole annuelle semble être moins le problème que la concentration des terres. Et est-ce qu'il ne faut pas insister davantage sur la question de la diminution du nombre d'exploitants que sur la diminution de la surface annuelle? Alors, je pense qu'il faut garder les yeux grands ouverts sur les deux problématiques parce que le lobby de la construction est quand même très fort et quand on voit comment la loi, le zéro artificialisation nette est mise à mal depuis son adoption, il faut quand même faire attention parce que préserver des capacités, surtout que on a 28 millions d'hectares de terres agricoles, mais je n'ai pas forcément développé sur le niveau de dégradation de certaines terres aujourd'hui, du fait de certaines pratiques, de l'utilisation de machines qui sont de plus en plus lourdes et qui vont avoir un impact de tassement sur les sols. Donc, on a quand même ce phénomène qui est à l'œuvre. Alors, on a encore des très bonnes terres et voilà, ça en féliciter, mais il faut quand même faire attention à ça et donc ne pas trop venir grignoter. Donc, la préservation, on va dire quantitative des terres est importante, mais effectivement, ce phénomène de concentration, nous, on y travaille beaucoup et c'est pour ça qu'on travaille énormément sur des propositions pour améliorer la régulation foncière. C'est vrai que c'est un élément dont je n'ai pas parlé, mais dans ce phénomène de concentration, on a un phénomène, finalement, il est assez invisible aux yeux de la statistique parce que ça passe par notamment de plus en plus des sociétés d'exploitation agricole. Et ces sociétés-là, elles sont assez mal régulées. Alors, il y a une loi qui a été adoptée fin 2021 qui commence à être mise en œuvre, c'est la loi Sambastou, pour réguler en fait cette concentration des terres via le marché sociétaire. Mais cette loi, elle a encore beaucoup de trous dans la raquette. D'ailleurs, elle s'appelle loi portant mesures d'urgence sur. C'est une loi qui a été faite pour pallier un énorme vide juridique qui faisait que via la constitution de sociétés, un exploitant, mais aussi une industrie, une banque, une assurance, pouvait devenir propriétaire de terres agricoles sans passer par la case SAFER, qui est quand même notre outil de régulation principal. Donc, on a cette loi. Elle est imparfaite, il faut continuer à y travailler parce qu'effectivement, la concentration des terres, aujourd'hui, je pense statistiquement, on est incapable de la mesurer. La statistique nous dit, la taille moyenne d'une ferme, c'est 70 hectares. On a près de 390 000 fermes en France. Sauf qu'en fait, un agriculteur, c'est 1, 2, 3, 4, 5 sociétés. Et donc, 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois 70 hectares. Et donc, finalement, cette concentration, au jeu de la statistique, on a du mal vraiment à la calculer. Donc, effectivement, en tout cas, nous, c'est un peu notre cheval de bataille. Et dans les prochaines années, on va continuer à se concentrer là-dessus. Ok, merci. On va peut-être passer à la deuxième partie. Peut-être que pour ça, on voulait revenir notamment sur le rapport qui est publié par le gouvernement, donc qui est publié en avril dernier, et donc on attend une mise à jour cette semaine. Sachant que dans le premier, il y avait quand même des choses
assez proche de ce qui a été présenté dans cette première partie, sur le lien entre les importations et les exportations notamment, sur le fait qu'il faut regarder derrière l'excédent commercial aussi le rapport entre pas seulement cette production et cette consommation interne et ce taux d'autosuffisance, mais regarder ce qu'on importe, ce qu'on exporte et les vulnérabilités éventuellement que ça peut générer. Sachant que le rapport insistait aussi sur le déficit en protéines derrière les chiffres en euros de l'excédent commercial. Il passait très très vite sur la question de la perte de valeur ajoutée du fait de l'absence de transformation dans certaines filières. Je pense que ça c'est un sujet sur lequel tu vas revenir. Et puis il pointait aussi, mais un peu en creux, certaines vulnérabilités avec l'idée que tout ce qui serait dépendant de très longues distances serait éventuellement plus problématique que ce qui tient des échanges à l'échelle de l'Union européenne. Donc, est-ce que ça veut dire comme approche? Et aussi les concentrations de certaines de nos exportations. Donc, notamment, il y a un chiffre qui est impressionnant qui dit que plus de 20% de notre production d'orge, par exemple, est destinée au marché chinois. Donc, voilà, ils regardent un petit peu certaines touches comme ça, mais sans forcément nous donner une lecture d'ensemble des points à véritablement suivre dans le temps pour piloter les politiques dans ce domaine-là. On verra avec la deuxième version si ça se construit petit à petit, mais on voulait déjà revenir sur cette première version. À toi. Bon, je ne vais pas passer directement moi-même Oui. les réponses. Je peux le faire en même temps. Je vais le faire en même temps. On va tenter. Je vais faire une présentation très rapide. L'idée, c'était, on l'espère, de pouvoir contribuer au débat et donner envie de le prolonger. Donc, j'ai juste quatre diapos, je crois, peut-être 5, pour essayer d'amener voilà, quelques éléments, quelques outils. La première question, voilà, on s'est posée, que vous avez tout en haut, c'est comment est-ce qu'on peut prendre un pas de recul et essayer de poser les raisons de la perte de contrôle d'un territoire. C'est d'ailleurs souveraineté alimentaire, il y a un problème qui se pose. On s'est plutôt d'abord intéressé au problème et ce que je vais vous proposer là, c'est une grille de lecture qui a été des travaux qu'on a menés ces dernières années sur comment on peut qualifier en fait cette perte de contrôle sur son système alimentaire. Donc, il y a 3 parties. Il y a une première partie, on l'a vu, on a beaucoup discuté, et je viens de revenir dessus Mathilde, qui est notamment documentée dans le rapport du secrétaire général de la planification écologique, qui est la question de la perte d'indépendance, en termes d'approvisionnement comme de débouchés. C'est-à-dire à la fois, on ne produit pas tout ce qu'on consomme, mais c'est aussi, on est dépendant de certains territoires qui sont, comme tu disais sur la question de l'orge, un passage obligé pour trouver en fait des débouchés rémunérateurs. La deuxième des choses, c'est la question et ça on n'en a pas parlé, et ça nous paraît assez important comme dimension d'après les travaux qu'on a menés, la question de l'ancrage ou plutôt du désancrage des acteurs vis-à-vis du territoire. Pour donner quelques exemples, qu'est-ce qu'on entend par là en fait? On entend le fait qu'on a certainement cette image en tête qu'il y a plusieurs décennies, on a des acteurs qui sont profondément des racines dans des territoires, qui ont un sentiment de responsabilité par rapport aux territoires, qui vont s'approvisionner quand on pense à des usines, par exemple, à des agriculteurs qui sont situés à proximité ou dans un certain rayon d'action, et qui vont fondamentalement construire en fait leur appareil, leur façon de fonctionner en interaction en fait avec cette capacité d'approvisionnement. Le désancrage arrive quand on commence à avoir des acteurs qui, un peu à l'image de ce que tu nous disais, Colline, sur les fermes, vont avoir plusieurs usines, mais qui pourraient très bien partir demain complètement ailleurs, qui vont même migrer. C'est pas nouveau, c'est 30-40 ans qu'on le vit en fait. Mais derrière cette migration des capacités de transformation notamment, mais ça peut être vrai tout au long de la chaîne, dans tous les différents métiers, jusqu'à la distribution, la restauration en partie. On va avoir du coup des acteurs qui vont raisonner pas du tout à l'échelle du territoire qu'on regarde. Ils vont avoir soit une logique profondément européenne, voire totalement mondiale. Et donc, à un moment donné, ils sont à des endroits parce qu'il y a un coût d'opportunité qui est plutôt positif, mais ils peuvent très bien demain aller ailleurs si le coût d'opportunité change. Et le territoire n'est plus qu'un substrat sur lequel on vient se poser, qui peut très bien être différent, pas forcément du jour au lendemain, mais on est en train de vivre pas mal de soubresauts dans ce contexte-là. Et du coup, si on va petit schéma après, pour expliquer ce que nous, on voit ressortir des études, là, pareil, pour aider à penser un peu ce qu'on voit aujourd'hui. Ce schéma-là,
vous voyez en deux parties, une partie violette à gauche et une partie jaune à droite. Ça représente un peu les différents maillons simplifiés du système alimentaire. Vous trouvez tout à gauche, là, la production agricole, toute la capacité de transformation, les transformations successives la plupart du temps, la distribution, la restauration, et puis les consommateurs, consommatrices tout au bout. On a l'impression que c'est tout un ensemble qui est cohérent, en fait. Ce qu'on propose comme grille de lecture, c'est plutôt qu'aujourd'hui, dans la plupart des cas, surtout quand on raisonne en tout du niveau national, mais même à l'échelle nationale, c'est valable en grande partie, on va voir une très forte dichotomie au milieu. C'est pour ça qu'on a mis deux couleurs différentes. On a fondamentalement une façon de fonctionner qui va être liée à la partie gauche, qui est de produire et de trouver des débouchés, où que ce soit, du moment que c'est suffisamment rémunérateur pour continuer à faire son métier, trouver sa rentabilité, pour assurer sa pérennité. Dans ce contexte-là, du coup, on est tourné vers où que soit l'atterrissage final, le consommateur, consommatrice finale, c'est pas un sujet. On avait autrefois une très forte interconnexion entre la partie agricole et la partie de transformation. Et c'est beaucoup étiré ces dernières années. Il y a eu encore plus de concentration de l'appareil industriel dans certaines zones françaises. Et en fait, aujourd'hui, on a même un deuxième maillon qui va venir s'approvisionner du moment que la qualité est au rendez-vous, là où le prix est le plus compétitif, et qui va plus forcément maintenir son lien avec l'amont. Et de toute façon, que ce soit la partie agricole ou la partie de transformation, il faut trouver des débouchés quelque part. Et ça, c'est très fortement déconnecté, quasiment quelles que soient les échelles qu'on regarde, de la partie jaune, où en tant que consommateur ou consommatrice, on va aller dans des lieux, donc soit on va faire nos achats pour manger à domicile, soit on va aller manger hors de notre domicile, mais on va fondamentalement dans des endroits que ça provisionne n'importe où. Le sujet n'est pas de savoir d'où ça vient, en fait. Il faut que ça réponde à la demande, entre guillemets, en tout cas celle qui soit présente, soit qu'on construit via du marketing et de la publicité. Peu importe d'où ça vient, du moment que c'est au bon prix et que c'est la qualité, en tout cas, qui est attendue. Il n'y a plus forcément ni de lien, il y a même une très forte déconnexion. La partie qui est au milieu, on a mis un point d'interrogation. Il y a plusieurs études qui essaient de mesurer, en fait, le degré qu'on a encore de connexion. Alors, si on parle d'un degré de connexion volontaire, une étude, par exemple, de l'entreprise Circana qui a les ventes de sortie de caisse des supermarchés nous indique que c'est les marques régionales ou locales en France, ça ferait 6 ou 7% de toutes les ventes seulement. C'est ça dont on parle, mais on peut rajouter un peu les marchés de plein vent, on peut rajouter ça plus court. On est en dessous des 10% de ce qui est au milieu. Les AOP étant là-dedans aussi. Donc, on a fondamentalement un lien distendu et deux logiques. Ils vont avec, en fait, à la fois ce niveau de dépendance qui s'est accru et ce désancrage des acteurs qui réfléchissent dans l'univers violet, dans l'univers jaune, avec leur propre logique, mais qui n'ont pas vocation à relier tout ça. C'est deux des éléments clés de la perte de contrôle. Et puis la troisième, c'est la question de la durabilité. Peut-être appuyer un petit coup. La question de la durabilité, pourquoi on peut ensuite une deuxième partie. Derrière durabilité, on nous a mis à droite l'outil qu'on utilise, en tout cas le cadre de pensée et d'analyse qu'on utilise en disant que ça aide au débat. Et ce qu'on entend par là, en fait, nous on utilise cette boussole de durabilité pour reprendre à la fois les dimensions environnementales que vous avez en vert, avec une logique de plafond écologique qu'il ne faudrait pas dépasser, mais qu'on n'arrive pas à dépasser. Donc, je ne comprends pas ce que disait Colline, je vais l'illustrer autrement. Et puis, au milieu, on a la question des droits sociaux essentiels dont on s'est doté, qui sont écrits dans notre Constitution, dans nos engagements internationaux. On a du mal à respecter aussi. Donc, on est sur, normalement, on devra être dans une trajectoire, on essaie de rester entre les deux, en dessous du plafond, au-dessus du plancher. En fait, on a beaucoup de mal. Et surtout, en lien avec notre sujet d'aujourd'hui, en fait, on est face à une double dégradation qui pose plein de questions, parce que le fait de ne pas pouvoir rester au milieu entre les deux, ça nous amène des pertes de capacité productive. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est-à-dire quand on regarde, on a bien sûr des éléments, tu as parlé, Colline, qui viennent toucher la capacité de production agricole. Le rapport du SGPE le met aussi en avant. Hein. La question de la ressource en eau, on en a beaucoup parlé, mais on pourrait tout à fait penser aussi à la question de biodiversité, qui est aussi fondamentale pour l'activité agricole, les sols, bien sûr. Mais il n'y a pas que cette partie-là. Le fait d'avoir des revenus suffisants, c'est notre capacité à encore avoir des travailleurs, pas seulement en agriculture, mais tout le long de la chaîne. On a bien vu aussi post-Covid, on a d'énormes tensions, par exemple sur la logistique, sur un certain nombre de métiers où il y a beaucoup de mal à recruter. La restauration a ce problème-là. En fait, donc, ces différents éléments que vous avez là dans la boussole viennent limiter et mettre en danger en fait notre capacité de production et de faire les services qui sont liés au système alimentaire.
mais aussi c'est la perte derrière d'accessibilité à une alimentation saine et durable dont tu as très bien parlé, Colline, qui a derrière. On va regarder les questions de sécurité alimentaire, de cohésion sociale et de santé humaine, bien évidemment. Donc ça, ces trois dimensions-là, encore une fois, qui viennent, on a l'impression, pour essayer d'aider au débat, viennent avant de dire quelle souveraineté alimentaire on veut, on a l'impression que c'est des éléments clés de compréhension de comment on en est arrivé là aujourd'hui et quels sont les points par rapport à ta question, Mathilde, auxquels il faudrait essayer de s'atteler. Et donc, c'est un cadre, après, on vous a mis la référence en bas, qui est posé par des chercheurs et qu'on utilise sur ces trois dimensions-là, qui permettent d'analyser l'interaction d'un système alimentaire avec son territoire. Du coup, des exemples un peu concrets de nous qu'on a pu mener de problématiques. Là, une étude qu'on a menée sur la Normandie. La Normandie, en fait, c'est quand on commence à regarder notamment les deux premiers éléments que je vous disais. Le premier, si on regarde la question de la dépendance. Facialement, quand on regarde la Normandie, on se dit une région qui a de très bons atouts, et notamment une grosse production céréalière, c'est dans tout l'est de la région, une grosse production laitière, un des gros endroits, plutôt dans la partie ouest, la moitié ouest de production laitière, de bocage, qui est l'un des capitaux les plus importants de la Normandie. Et pourtant, quand on regarde le grand d'après pour comprendre, si on clique une fois de plus, pour comprendre ce qui se passe, malgré ses atouts, on est face à une région qui importe massivement et des céréales et des produits laitiers et qui exporte massivement. Et en fait, nous, il nous semble, en tout cas, quand on prend ce genre d'exemple, c'est important de rentrer dans le fonctionnement interne des chaînes de valeur et pas seulement d'en rester à l'import-export pour comprendre ce qui se passe. Quand on regarde les discussions qu'on a menées avec les acteurs du territoire, on se rend compte que, alors certes, on a beaucoup d'importations parce qu'on a des grands ports comme Rouen et Le Havre, on a des marchés gros importants, mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que nos céréales, enfin celles produites, pas les nôtres, mais celles produites dans la région normande, sont plus forcément à même d'apporter la qualité requise par les moulins et pour la fabrication, pour la panification et notamment pour la fabrication du coup de farine qui va être nécessaire à toute l'industrie boulangère, qui du coup importe des céréales d'ailleurs en Europe. Et nous, on va avoir des qualités de céréales, en tout cas ces dernières années, moins importantes et du coup qu'on va envoyer au Maghreb, qui est réputé comme étant un marché moins 10 ans, dit-on, mais après avec les questions que posait Colline. Donc en fait, on est face, quand on regarde de l'intérieur, en allant derrière import-export, à vraiment des configurations de chaînes qui posent question. Sur le produit laitier, tu en as parlé un peu, Colline, tout à l'heure, on a beaucoup d'importations parce que on a toute une industrie de plats préparés, de plein de produits transformés qui a besoin de beurre, et ce beurre, il arrive en quantité à des très bas prix qu'on n'arrive pas à faire en France et qui nous viennent de nos voisins européens. Et inversement, on va avoir toute une partie d'exportation. L'exportation, elle est ailleurs en France, donc c'est des produits finis qu'on vient manger en tant que Français, mais c'est aussi l'exportation dont on a parlé de poudre de lait, par exemple, qui va partir aussi à l'étranger. Donc on a en fait des configurations de chaînes où il faut comprendre derrière import-export, c'est quoi les niveaux de rentabilité, c'est quoi les niveaux de prix, c'est quoi en fait le positionnement et l'organisation de la chaîne par rapport au reste de la France et par rapport au reste de l'Europe. Ça amène à la diapo d'après. On avait fait une étude aussi, un deuxième cas, sur les Hauts-de-France. Et là, c'est pour vous parler un peu d'ancrage de manière un peu concrète, en fait. Sur l'exemple des Hauts-de-France, c'est tout en haut à gauche. 4e région agroalimentaire française, des industries qui sont très fortement internationalisées. Vous avez quelques noms là. Donc, des industries certes françaises et certes qui viennent des Hauts-de-France, mais qui, même quand on discute avec ces acteurs, ne résonnent plus à l'échelle des Hauts-de-France. Pour eux, c'est un marché mondial. En fait, ils sont là parce que leur siège est là, pour l'instant. Mais les Hauts-de-France ne sont pas le sujet en tant que tel. Et leurs usines sont un peu partout, au moins en Europe, voire au-delà, quoi. Au moins en France et en Europe. Mais il y a aussi beaucoup d'acteurs étrangers, un emploi sur 3 dans des entreprises à capitaux qui nous viennent d'ailleurs. Vous voyez, Nestlé, Macken, Coca, Mondelez, Häagen-Dazs. C'est à la fois, c'était à la fois jusqu'à présent en fait une force de la région, mais c'est devenu assez vite une vulnérabilité parce que c'est-à-dire que c'est des groupes qui sont là parce qu'ils ont un avantage comparatif à un moment donné. Ils n'ont pas forcément vocation à y rester, en tout cas pas forcément un sentiment d'ancrage par rapport au territoire. Et c'est bien ce qu'on avait vu, nous, vous avez en haut à droite, qui était la grande bascule qu'a connue les Hauts-de-France avant même que nous on fasse le travail pour eux en 2020, en fait, c'est qu'ils étaient passés une région très nettement bénéficiaire en termes de balance commerciale à une région totalement déficitaire parce que les échanges étaient en train de se reconfigurer, notamment avec la Belgique et avec le nord de l'Europe. C'était complètement au détriment de ce qui est en train de se passer dans la région.
avec en plus une baisse des emplois qui allait pourtant avec une hausse de la valeur ajoutée, mais du coup une sorte de captation de valeur qui repartait dans les capitaux étrangers, qui ne restait pas dans le territoire. Et encore une fois, au détriment de la destruction d'emplois qu'on voyait dans la plupart des industries qui étaient liées à ces acteurs assez fortement désancrés. Donc, c'est là qu'on voit un peu, nous, on a l'impression, en tout cas, des dimensions de perte de contrôle qui sont importantes. Puis un dernier qu'on a vu, juste pour rendre un peu tangible, si tu cliques encore une fois de plus, si on revient sur notre boussole, un exemple qu'on a fait, on reste dans les Hauts-de-France, on va cliquer une fois de plus sur, on a regardé la filière laitière de la Vénois, on a travaillé avec ces acteurs-là. C'est pour dire à quel point ces dimensions de durabilité sont importantes pour juste la pérennité en fait de filières territoriales, parce que justement la baignoire commence à être touchée par le climat, a vocation à essayer de défendre la sauvegarde de son bocage, mais est en train de le perdre à Caisse Grand Est, le dernier endroit de bocage à peu près, hein, qui est encore dans cette région-là. Et un grand enjeu, pardon, à la fois sur la question de la biodiversité liée au bocage, et du coup à l'élevage laitier, mais aussi la ressource en eau et la qualité des sols, avec les dimensions d'érosion. Et si on fait un dernier, en fait, bien sûr, tout ça est lié aux questions économiques, en fait, puisque ces questions de sauvegarde, qui est un grand défi de la partie environnementale, elle est liée à toute l'organisation de la chaîne, comme je disais tout à l'heure, donc aux conditions de revenus, aux conditions de travail, à beaucoup de choses qui font que l'attractivité du métier n'est plus là. Et donc ça, c'est typiquement des discussions qu'on a menées avec tous les acteurs de la chaîne, avec les industriels qui sont implantés au niveau local. Il se trouve là que dans cette configuration-là, même des grands groupes d'usines laitières avaient un intérêt à discuter de ça parce que le jour où ils ont perdu le bocage et l'élevage laitier, l'usine, elle a perdu sa raison d'être aussi. C'est sûr qu'il continuera à y en avoir dans l'ouest de la France, qu'il y en aura ailleurs en Europe, mais il n'y en aura plus à cet endroit-là parce que de toute façon, il n'y aura plus de bassin d'approvisionnement. Donc là, on voyait qu'arrivé en dernier recours, en fait, il y avait encore une opportunité à prendre pour discuter de ces choses-là avec les acteurs, y compris économiques, parce qu'il n'y avait plus trop le choix. Et du coup, si on finit sur ce que nous dit le SGPE, on peut cliquer 2 fois dessus. Quand nous, on regarde ce qu'a fait le SGPE par rapport, en fait, à la lumière de ces 3 dimensions qu'on vous propose, on a l'impression qu'il y a surtout un point de focal, comme tu l'as dit, Pauline, qui est très fortement orienté sur le niveau de dépendance. Ça, c'est le graphique un peu phare qu'ils ont mis en avant déjà l'an dernier dans leur rapport, avec à la fois en haut cette question il faut exporter le plus possible par rapport à nos capacités de production et nos imports, et en bas, en fait, l'autre axe, c'est plutôt le niveau d'importation qu'on a. Certes, il y a cette dimension-là, mais on a l'impression qu'il faut aller au-delà, comme on vous le montrait sur la question de la Normandie, par exemple. On l'a fait dans d'autres régions aussi en France, et comprendre la logique intrinsèque des chaînes de valeur. On peut très bien avoir quelque chose qui peut paraître bon en termes d'exportation, d'importation, mais en fait, ça l'est pas tant que ça quand on regarde l'intérieur. Si tu m'as dit, Pauline, il faut aller regarder de plus près. Et puis, l'élément d'ancrage est complètement absent. On ne le voit pas pris en compte aujourd'hui. Et cette question de la durabilité qui est multidimensionnelle, comme on vous le montrait, hélas, elle est encore traitée de manière trop ponctuelle, alors que les enjeux sont importants si on veut maintenir et la capacité productive et l'accessibilité de l'alimentation. Donc, on voit ici des enjeux qui sont amenés sur la question de l'eau, sur la question de l'azote, mais c'est toujours un fil qui est très, très orienté. Est-ce qu'on est trop dépendant d'un certain nombre de ressources clés? Et donc, pour finir, je pense que pour essayer de lancer un peu le débat, ce qui nous interroge quand nous semble intéressant, en tout cas, d'interroger ensemble, c'est est-ce que vraiment il s'agit de mettre en avant, alors peut-être 2 choses. Un, quelle dimension on prend pour interroger comment dire, derrière cette souveraineté alimentaire, reprendre le contrôle, en fait. Donc, ça, c'est ce que je disais. Regarder l'ancrage, regarder la durabilité, aller plus loin que juste la dépendance faciale et la chaîne de valeur. Mais deuxièmement, est-ce qu'on n'est pas en train de définir, vu de la France, quelque chose de très franco-français, qui est la souveraineté de notre territoire contre celle des autres? Est-ce qu'on n'a pas un problème d'échelle? Si on raisonne à l'échelle européenne, tu parlais tout à l'heure de l'outil qu'on a fait en France en lien avec vous et la FNAP qui est Parcelle, on l'a fait aussi en Wallonie. La Belgique n'a pas cette capacité productive en termes de terres agricoles. Et il y a beaucoup de pays européens qui ne l'ont pas, en fait. Donc, c'est très franco-français de dire, nous, on voudrait pouvoir tout produire, tout ce qu'on mange. Mais en fait, il y a quasiment que nous qui sommes dans cette situation-là en Europe. En tout cas, c'est un petit nombre de pays qui ont cette capacité-là, l'Allemagne peut-être, mais pas les 27. Et est-ce que ça a du sens de définir une souveraineté alimentaire ou une reprise de contrôle à l'échelle européenne où chacun serait dans son coin souverain, ce qui est
factuellement pas possible pour certains. Et puis nous, à partir des travaux comme ce qu'on vous a montré là dans les régions, on est parfois face à des territoires qui demandent aussi à leur niveau très très local, mais est-ce que ça a du sens en fait? Et donc, est-ce que ça n'interroge pas plutôt le fait de définir une souveraineté alimentaire, un, en articulation entre les différents territoires, et deux, en articulation entre les différentes échelles. Du coup, on n'a pas la réponse magique, mais peut-être s'inviter à dépasser en fait c'est un peu nationaliste qu'on peut mettre derrière et à étendre parce que les enjeux de l'accessibilité de notre alimentation, de notre capacité productive, elles demandent peut-être d'être pris avec un autre angle. En tout cas, c'est une invitation au débat, voir ce que vous en pensez. Merci. Effectivement, c'était une des questions qu'on se posait en préparant cette séance, cette question de l'échelle à laquelle on aborde ce sujet. Je disais tout à l'heure, la FNSEA a fait un manifeste en 2010 dans lequel elle dit très clairement que la bonne échelle pour se poser cette question semble être l'échelle européenne. Ils écrivent c'est l'échelon cohérent pour peser dans le concert des nations et ça doit être l'ambition de la PAC. C'est aussi un peu en creux ce que je disais, ce que dit le SGPE quand il explique que les interdépendances européennes sont plutôt utiles à la souveraineté alimentaire européenne. Et en tout cas, voilà, ils les regardent avec moins d'enjeux de vulnérabilité que des interdépendances sur des plus longues distances. Mais c'est vrai que du coup, on se demande un peu comment tout ça s'empile, à la fois ces projets alimentaires territoriaux, ces lois françaises qui traitent aussi de cet objet-là et cette politique agricole commune. Est-ce que c'est des choses sur lesquelles il y a de la subsidiarité ou est-ce qu'il y a un échelon pertinent auquel il faut essayer de penser et ensuite d'articuler la mise en œuvre de tout ça en rapprochant les choix qui peuvent être faits démocratiquement le plus proche possible, j'imagine, quand même des consommateurs et des citoyens. Mais est-ce que si on additionne des choix à l'échelon local, on arrive à quelque chose de pertinent à l'échelon national et européen? Ça me semble loin d'être évident. Ça, je ne sais pas si c'est un sujet sur lequel tu veux rebondir, sur lequel vous m'interrogez aussi. Oui, complètement. Le niveau territorial, et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit territoire, comme ça, on reste vague, et il y en a qui peuvent entendre, mais même quand on dit région, hein, il y en a qui entendent Europe, et puis région du monde, et puis il y en a d'autres qui vont entendre des régions, voire des bassins de vie. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que si on reparle de la définition de la via campesina, il n'y a pas de notion d'autonomie. En fait, cette question de l'autonomie d'un territoire, elle est pas présente. C'est pas ça qu'elle dit, la définition. Et c'est vrai que du coup, on a un peu tendance à faire ce raccourci entre souveraineté. Le mot souveraineté, tel qu'on l'entend depuis plusieurs années, il est complètement récupéré, hein. La via campesina parlait de la souveraineté du peuple. Aujourd'hui, dans la bouche de nos dirigeants, dans la bouche de la FNSEA, on entend souveraineté, c'est vraiment c'est l'État, quoi. Et du coup, il y a peut-être déjà un petit questionnement à avoir sur cette distinction qui est pas si évidente. Et c'est pour ça que à chaque fois je reviens avec cette définition et ces différentes dimensions. Parce qu'en fait, on peut aussi réfléchir à travers les différentes dimensions de ce qu'est la souveraineté alimentaire. Nous, on a retenu ces trois axes, mais en fait, on pourrait ajouter cette question de l'autonomie. D'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'avant qu'on ait cette définition inscrite dans la loi en 2025, dans le rapport de France Agrimaire, il disait, dans la définition qu'ils avaient choisie, il parlait de la maîtrise des dépendances extérieures. Donc, en fait, on n'est pas sur de l'autonomie, on est sur est-ce qu'on est en capacité de connaître où sont, quelque part, nos points de faiblesse, est-ce qu'ils sont assez nombreux pour que, si jamais, à un moment, à un endroit, on ait une dépendance à un état ou un minerai ou autre, si jamais on n'y a plus accès, est-ce que ça nous met en danger ou pas? Et donc, finalement, c'est plus cette question de diversifier. Et je pense que quand on s'intéresse à la question de est-ce que un cinquième de notre orge part sur le marché chinois, c'est aussi ça. C'est de se dire, si demain le marché chinois il est fermé, est-ce que ça met en danger la filière orge ou pas? Donc, il y a cette question de la maîtrise des dépendances qui n'est pas tout à fait la même que celle de l'autonomie. Et c'est vrai que souvent, quand on aborde cette question de la souveraineté alimentaire, on nous renvoie souvent
ce truc mais de toute façon, on va pas tout produire au local sur l'échelle d'une commune, un département ou une région. Et effectivement, on est d'accord. Je vous montrais tout à l'heure la carte du potentiel nourricier des départements en France. On voit bien qu'il y en a qui sont à 200%, il n'y a aucun souci, puis il y en a d'autres qui ne pourront jamais nourrir leur population, même à l'intérieur, au niveau infranational en France. Par contre, effectivement, cette question de la démocratie dans le système alimentaire, qui est complètement ignorée aujourd'hui par les politiques, pour moi, il y a quand même un enjeu à descendre en infranational. La question que tu poses, elle est intéressante. Est-ce que si chaque territoire décide son compte, est-ce que ça permet d'avoir un ensemble cohérent à l'échelle française ou européenne? Probablement que non. Mais c'est pour ça aussi qu'on voit se mettre en œuvre des coopérations territoriales qui peuvent être interrégionales en France, mais aussi avec des pays frontaliers. Et si on prend l'exemple de France, on voit bien qu'il y a un enjeu à réfléchir aussi avec les voisins directs que sont notamment les pays du Benelux. Et il y a un intérêt pour eux aussi. Mais si je prends l'exemple de Paris, qui a bien conscience que Paris ne pourra jamais nourrir sa population trop nombreuse avec peu de terres agricoles, il commence à rentrer dans cette dimension. Donc, il y a un projet qui s'appelle Agri-Paris-Seine, qui est vraiment d'aller chercher les territoires voisins, donc des territoires de Normandie, mais aussi en aval de la Seine en Bourgogne-Franche-Comté, et de réfléchir comment est-ce que finalement le bassin de consommation parisien peut être au service du développement des filières sur des territoires qui sont eux producteurs, mais qui vont avoir du mal à structurer des filières pour amener une plus grande diversité et donc finalement aller aussi vers une réduction de la dépendance aux engrais parce qu'on augmente les rotations, on intègre des légumineuses dans les rotations de culture, on réintroduit de la diversité, de la complémentarité entre l'élevage et les cultures. Et ces dimensions-là de coopération interterritoriale, elles sont hyper pertinentes. Et elles peuvent être entre des régions dans un même État, mais aussi entre des régions et des zones sur des zones frontalières. Et à l'échelle européenne, si tant est qu'on arrivait à se mettre d'accord. Par contre, il y a un élément qui, pour moi, doit avoir une vision globale, c'est cette question de la durabilité des pratiques. Parce que si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur comment est-ce qu'on préserve la ressource, que ce soit la terre, que ce soit l'eau, on ira dans le mur de toute façon, parce qu'on ne pourra jamais être complètement autonome. Enfin, on a besoin d'avoir une discussion à l'échelle beaucoup plus large. Et c'est vrai que sur ce point-là, on voit des différences pour le coup dans les définitions, ou pour faire simple, dans celle que j'ai reprise de la FNSEA, il est question de croissance durable notamment, ou alors de respect des conditions de production durable via des règles sociales et environnementales adaptées. Et dans le rapport du SGPE, c'est pareil, il y a quand même un peu de questions liées à la durabilité, mais on voit une matérialité un peu simple, c'est-à-dire quelles sont les vulnérabilités de l'agriculture et de la production aux impacts du changement climatique, la perte de biodiversité, etc. Mais on reboucle pas sur quels sont les impacts de nos modes de production actuels sur ces enjeux environnementaux qui ensuite réimpactent l'agriculture. Donc là, on sent qu'effectivement, il y a quand même des niveaux d'ambition dans l'approche de la durabilité qui sont quand même pas tout à fait équivalents dans cette définition derrière un même concept qui est utilisé. On peut reprendre des questions. J'ai une petite réflexion que je me fais suite à ce que vous avez dit. Je ne me souviens plus le détail, mais le mot local m'en est venu et il me semble que le mot local qui est magnifique, il est assez peu défini. Et souvent, on l'emploie, il y en a qui, de façon opportune, on consomme français, on consomme local, c'est synonyme. Il n'y a rien de plus faux que dans ce genre, c'est un abus. Le mot local, il manque une définition. C'est un autre rapport avec le mot biologique. C'est magnifique. Et dans les règlements, c'est défini. Alors, c'est limité. C'est pas parfait, mais c'est défini. Alors, il faudrait quelque chose on arrive à définir quelque chose sur le local. Et je pense souvent à l'exemple de la Belgique. Je me dis, les gens qui sont à Lille consomment un produit qui vient de Belgique. Alors, c'est pas local pour les
nationalistes. Bah, si, ici, c'est à 50 km ou même 100 km, les légumes de Belgique sont plus locaux que ceux qui viennent de Provence. Enfin, c'est vrai qu'ils sont toutes bêtes, hein, mais voilà, il y en a qui abusent de ce mot local pour vendre du produit qui vient de la Martinique, par exemple. C'est rien contre la Martinique. Mais les bananes de Martinique ne sont pas locales. Elles sont françaises. C'est pas local. Merci. On devait prendre une ou deux autres. Oui. En fait, j'avais j'ai deux questions. Une question de compréhension sur juste l'exposé. Là, c'est moi qui n'ai pas suivi, je pense, mais c'est sur le bocage avesnois. Savoir est-ce que j'ai pas compris s'il y en avait de moins en moins, etc. Pourquoi, etc. Et après, par rapport au débat, à l'exposé précédent, sur l'idée de transformation globale du système agroalimentaire, en fait. Parce que moi, j'ai l'impression que justement, économiquement, la partie du côté alimentaire, elle représente plus que la partie du côté agricole, parce qu'on a orienté vers la baisse des coûts au niveau agricole, etc. Donc, on a tout fait pour réduire à ce niveau-là. Et donc, moi, je me dis qu'un des freins, c'est ça, quoi. C'est que, en fait, on va toujours privilégier le gros poids économique, puisqu'on a un raisonnement économique, et pas le petit poids économique de l'agriculture. Alors qu'en fait, ce petit poids économique d'agriculture, c'est le poids énorme au niveau écologique et en jeu, quoi. Donc, ouais, on a un problème, c'est notre système de décision qui est pas adapté du tout à la question, quoi. Et, et quand vous avez dit faudrait accompagner, d'accord, les agriculteurs, mais alors j'ai pas très bien compris comment on accompagnerait l'industrie agroalimentaire, parce que pour moi, justement, ça correspond pas du tout au schéma vers lequel on va aller. Donc là, pour moi, on voit qu'on peut pas accompagner, à part accompagner, ça, sa disparition dans la forme actuelle, quoi. Bon, alors, comment on fait ça? Avec le problème de lobby et tout, bon, c'est vaste, mais... Ok. Oui, donc, pardon, pour préciser, du coup, le bocage, oui, il est en train de disparaître dans l'avènement. Il y en a encore une partie, mais elle est sur une pente descendante assez forte. Et du coup, le travail qu'on a mené, c'est à la fois pour le parc naturel, les élus du territoire un peu élargi, et puis tous les acteurs de la chaîne laitière, puisqu'ils sont tous dépendants de cette ressource. D'avoir encore un élevage laitier qui, pour pouvoir se maintenir, aujourd'hui, pourquoi il disparaît? C'est pas juste qu'ils enlèveraient les haies pour mettre des pâturages à la place, c'est remplacé par du céréalier, en fait, qui est plus rentable, moins d'astreinte, plus attractif, tout ce que il a un peu dit, et puis c'est un autre exemple de ce qu'on disait tout à l'heure en réponse à la question. Donc ça continue à aller vite, hélas, et du coup, c'était un gros enjeu. Et je fais un lien, du coup, avec la deuxième chose que vous disiez, moi, je m'y retrouve, pour commencer à y répondre. C'est toute une chaîne de valeur qui est derrière, c'est pas la responsabilité des éleveurs. En fait, c'est une chaîne de valeur qui est trop peu rémunératrice, qui permet pas de rémunérer correctement pour les pratiques environnementales dont il y a besoin. Et en fait, c'est un cercle vicieux qui n'est pas nouveau, qui est à l'œuvre depuis 30-40 ans. Et en fait, si vous prenez l'image satellite, vous voyez comment le blocage et tout l'élevage laitier s'est réduit jusqu'à la portion congrue et la petite partie qui reste encore. Et qui est un enjeu important. Et pour revenir à la double matérialité dont parlait Mathilde, c'est pas seulement un enjeu important pour la filière, pour une forme de souveraineté alimentaire à conserver, en tout cas à reprendre le contrôle de cette filière-là en lien avec le territoire. Ça a aussi beaucoup d'impacts autres parce que maintenir les blocages, c'est maintenir encore une lutte contre l'érosion des sols dont il y a bien besoin face à des accidents d'inondation qu'on a vu il n'y a pas longtemps. Je pense que garder ces poumons verts sont un enjeu qui dépasse la question alimentaire. En fait. C'est en plus un enjeu de responsabilité des élus par rapport au territoire et à tout le reste des citoyens. Mais du coup, il faut pour ça transformer les filières, les chaînes de valeur, comme vous le disiez. Et en tout cas, nous, le sentiment qu'on a à travers les études qu'on mène, c'est qu'on a peut-être tendance à non pas trop focaliser sur l'agriculture, mais sur l'agriculture, mais à rester au côté agricole, comme si le reste n'était qu'un débouché, en fait. Le reste n'est pas qu'un débouché, c'est ce qui a façonné l'agriculture telle qu'elle est aujourd'hui, c'est ce qu'on a mis en avant dans nos derniers travaux à l'automne. Et si on ne s'attaque pas à tout le fonctionnement de la chaîne alimentaire qui inclut les supermarchés, les restaurateurs, etc., c'est pas que la partie transformation. En fait, il y a quand même peu de chances que l'agriculture arrive à bouger. C'est pas seulement qu'elle n'arrive pas à bouger toute seule, elle est inscrite dans une trajectoire complètement à l'inverse, et ce depuis 70 ans. En fait,
peut pas être orienté comme ça si le reste ne bouge pas. Et après, si on est un peu sur le milieu de chaîne, ce qu'on a mis en avant dans les travaux qu'on a fait donc, pour le Secours catholique et les autres ONG et les CIVAM à l'automne, c'est que ayant ouvert les frontières économiques européennes, on a aussi facilité un désancrage, c'est-à-dire que la plupart des leaders, en fait, que ce soit en France ou ailleurs en Europe, ils résonnent au moins à l'échelle européenne voire mondiale aujourd'hui. Il y a un effet quasi mécanique en fait de ce qu'on a fait en termes économiques. Alors c'est sûr que ça peut poser le problème de raisonner que économiquement, et ce qu'on met aussi en avant, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'on a 3 millions d'emplois au total dans le système alimentaire français, et on en a seulement peut-être un demi-million côté agricole. En fait, on a quand même un paquet d'emplois dans le reste de la chaîne, donc c'est pas qu'une question d'euros, c'est aussi une question très importante en fait d'emploi en France, qui n'est pas anodine. Et c'est sûr que ça demande des politiques publiques dont on n'a pas encore parlé là, mais assez volontaristes, à la fois sur la partie consommation, sur la partie publicité liée à la consommation, sur la partie quelle lieu de distribution des aliments. Et si on parle de transformation agroalimentaire, en fait, peut-être de réinventer une politique publique d'aménagement du territoire, parce qu'on perd petit à petit nos unités de transformation qui viennent toutes se concentrer dans le grand ouest de la France et dans quelques zones ailleurs, mais parce qu'elles sont poussées par une lutte à l'agrandissement, elles aussi, face à des voisins européens qui ont des usines encore plus grosses que les nôtres. Pour travailler même justement dans la baignoire, elles se plaignent d'avoir des usines de fabrication de poudre de lait qui sont le quintuple installées en Hollande. Mais à force, en fait, on n'aura plus de quoi maintenir une activité agricole dans pas mal de territoires, tout simplement parce qu'ils sont trop loin en fait, des lieux de transformation. Si on laisse faire ça, donc à un moment donné, il y a quelque part quand même castré l'activité économique dans la réalité d'un territoire, dans la réalité de nos territoires. Ouais, pour compléter, souvent on nous dit, hein, on l'a entendu, c'est la demande qui oriente l'offre. Donc en fait, s'il n'y a pas de demande, ben, voilà, on ne va pas changer l'offre. Mais alors bizarrement, quand on dit ça, on pense la demande des consommateurs. Bah oui, c'est les consommateurs qui n'achètent pas ci ou pas ça. Et l'offre, la production agricole. Et donc finalement, on oublie ce qu'il y a au milieu. Et moi, ce que je réponds, ben oui, d'accord, c'est la demande qui oriente l'offre, mais en fait, cette demande, c'est pas la demande des consommateurs. C'est vraiment la demande de ces acteurs de l'aval, donc tous ces débouchés, que ce soit l'industrie des filières, la transformation et la distribution. Et aujourd'hui en France, on se refuse à avoir une politique réelle de transformation de cet aval. On a des éléments qui sont, en fait, on a ce qu'on appelle les politiques volontaristes, c'est-à-dire qu'on va un petit peu proposer aux industries de faire mieux. Moins de sel, mettre le Nutri-Score, voilà. Mais c'est volontariste. Il y a pas de cadre qui oblige vraiment cette transformation. Et ce que je trouve intéressant dans cette étude sur le financement du système alimentaire, c'est de se rendre compte qu'il y a, je crois que c'est 16 milliards d'euros qui sont destinés à ces acteurs de la transformation, à ces acteurs de la distribution, sous forme d'exonération de cotisation notamment, et donc qui n'ont aucun lien avec des objectifs de transition agroécologique, mais qui pourraient être des mesures très fortement incitatives pour ces industries. Mais aujourd'hui, on n'a pas cette volonté-là. Alors, effectivement, il y a un poids économique. Il peut y avoir aussi du chantage à l'emploi, parce qu'effectivement, c'est un domaine qui emploie énormément de monde. Quand on regarde la balance commerciale, on n'arrête pas de dire qu'on a une balance commerciale excédentaire sur le secteur agricole, c'est faux. La balance commerciale des produits agricoles bruts, elle est quasiment à zéro. C'est-à-dire qu'on importe quasiment autant qu'on exporte. Donc finalement, en termes de produits agricoles bruts, c'est pas ça qui fait l'excédent commercial. Qu'est-ce qui fait l'excédent commercial? C'est toutes les industries agroalimentaires. Je parlais du vin, mais aussi voilà, la boulangerie, pâtisserie, biscuits, etc., produits laitiers, charcuterie. Et donc forcément, ce poids économique, il est tel qu'on ne se permet pas aujourd'hui d'avoir une politique qui soit un petit peu plus forte vis-à-vis de ces acteurs-là. Et donc, on se concentre assez malheureusement sur les près de 500 000 exploitants et co-exploitants qui sont censés résoudre tous les problèmes qu'on aurait aujourd'hui avec notre système alimentaire. Mais en fait, c'est complètement biaisé. Après, il y avait peut-être une dimension que je trouve intéressante, c'est de travailler sur le coût que ça représente aussi. Et c'est pour ça que le rapport qui est sorti l'année dernière, il est très intéressant, parce qu'il montre aussi
que finalement le coût réel qui sort du budget public français, il est très important en termes de réparation de ces dommages générés par le système alimentaire tel qu'on l'a aujourd'hui. Merci. Moi, j'avais une question maintenant parce que j'ai beaucoup parlé de la définition de la souveraineté alimentaire de la FNSEA. On a vu qu'il y avait en ligne des gens de la coordination rurale. Je ne sais pas si vous vouliez éventuellement dire un mot de l'approche de la coordination rurale sur ce sujet-là. Auquel cas, on peut essayer de vous donner la parole. Sinon, j'ai d'autres questions qui ont été posées en ligne. Si vous voulez, manifestez-vous rapidement. En tout cas, on avait invité quelqu'un de la FNSEA à venir présenter aussi les travaux et ça n'a malheureusement pas pu se faire. Sinon, il y avait d'autres questions sur l'évolution des cultures non vivrières en France. Est-ce que ça menace cette volonté de souveraineté alimentaire ou est-ce que c'est marginal? Je vous les lis un peu toutes comme ça, vous finirez votre mot de conclusion dessus. Cette question sur quels sont ces outils de coopération entre les différents territoires et les différents échelons, est-ce qu'on a aujourd'hui les outils de gouvernance qu'il faut ou est-ce qu'il reste à inventer? Comment les élus des territoires avec lesquels vous travaillez s'emparent de ces questions-là? Est-ce qu'il y a de la volonté politique de vraiment travailler dessus et quelle est la réception de vos travaux et puis aussi quel est l'intérêt stratégique et pratique pour la FNSEA, le ministère de l'Agriculture, etc. en France de se réapproprier ce terme de souveraineté et dans quelle mesure les porteurs historiques de cette notion la défendent aujourd'hui. Et puis il y avait un mot un peu plus sémantique sur la différence entre ancrage et attachement. Est-ce que avec ancrage, on reste focalisé sur des chaînes de valeur avec dans la dimension matérielle, l'infrastructure, etc. Alors qu'on pourrait basculer sur la question de la relation vécue entre les agriculteurs, les consommateurs et des éléments de territoire à la fois matériels, sociaux et cognitifs. Je vous laisse faire en tout cas, prendre ce qui résonne chez vous pour essayer de faire un mot de conclusion chacun. Je ne sais pas si tu veux. Alors, sur l'intérêt de redéfinir la souveraineté alimentaire, c'est pas compliqué. C'est quand on redonne une définition, on peut choisir les indicateurs qui vont avec et donc de préférence ceux qui nous intéressent. Donc, quand on lit dans la définition dans la loi d'orientation agricole, soutien des capacités exportatrices contribuant à la sécurité alimentaire mondiale, du coup, on se permet, en fait, au nom de la souveraineté alimentaire, de continuer à soutenir cette production de masse qui va être compétitive sur les marchés internationaux, sur certains produits. Donc, on va, avec cette définition, on ne se pose pas la question de la diversité des productions, on ne se pose pas la question de la démocratie dans le système alimentaire. Donc, c'est sûr que ça évite de se poser des questions et de mesurer le niveau de souveraineté alimentaire tel que la définition précédente le proposait. Peut-être sur les outils de coopération, de gouvernance, effectivement, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de choses à inventer, je pense. Et ce qui se produit aujourd'hui sur les territoires, c'est du ressort de la volonté politique des élus. Donc, vraiment, il y a des élus qui se saisissent de ces questions-là, qui se rendent compte aussi qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont inquiètes de ces questions, qui ont envie d'aller vers plus de durabilité de ce qu'il y a dans leurs assiettes, moins d'impact négatif sur leur santé. Donc, c'est tout à leur honneur, mais c'est pas évident parce qu'effectivement, il y a quelque chose dont on a peut-être très peu parlé, mais c'est cette absence de cohérence entre les différents domaines de politique publique. Donc, on a des politiques agricoles qui vont être en soutien aux capacités exportatrices notamment. Et puis, on va avoir des politiques commerciales dans lesquelles l'agriculture, finalement, peut être aussi une variable d'ajustement pour d'autres intérêts commerciaux, avec des décisions qui se prennent aussi au niveau européen. Et donc, finalement, c'est assez difficile de penser un système alimentaire durable dans un contexte où il y a différents domaines de politique publique qui ne convergent pas du tout vers cet enjeu-là et qui peuvent être même assez contradictoires. Si on regarde
On a, d'un côté, on s'engage à soutenir l'agriculture biologique, à atteindre des niveaux de surface de 20% en 2030. Et puis, de l'autre côté, on a une politique agricole commune et des choix qui sont faits par la France de supprimer certaines aides à l'agriculture biologique. Donc, finalement, on a vraiment des discours et puis des actes et des politiques qui sont complètement divergents. Et ça, c'est assez compliqué. L'exemple des PAT, il est assez probant, hein. On a une loi agricole en 2014 qui propose ces projets agricoles, ces projets alimentaires territoriaux, qui dit, bah voilà, les territoires, vous pouvez faire, mais il n'y a pas vraiment de moyens attribués à ça. Et avant le plan de relance d'il y a 2 ans, finalement, les projets alimentaires territoriaux, ils bénéficiaient d'une aide de 45 000 euros par projet. Donc, en gros, on paye un CDD pendant 1 an pour animer un peu les discussions et puis ça s'arrête. Donc, forcément, c'est difficile d'être ambitieux avec ces moyens-là. Voilà un petit peu pour. Mais voilà, il y a quand même de la volonté politique et des territoires qui arrivent vraiment à mettre des choses très intéressantes en œuvre. Et petit à petit, ça essaime et ils se constituent aussi en réseau pour s'entraider parce qu'au niveau national, effectivement, il y a peut-être aussi quelque part un abandon des territoires sur ces questions-là. Je vais reprendre les 2 dernières, parce que tu as des thématiques dans les questions. La première, oui, on a travaillé à date avec une vingtaine de territoires à différentes échelles, hein, de la région et de la communalité en France. Il y a une forte volonté politique. Je raccrocherai à la question que vous posiez tout à l'heure sur la définition locale. C'est vrai que quand il y a une forte volonté politique au démarrage des élus locaux, mais parfois il y a une entrée en matière qui est si on faisait tout chez nous et ce qu'on fait chez nous, c'est forcément bien. C'est là que nous, on essaye d'amener en fait ces réflexions justement sur les flux, donc le niveau de dépendance, sur la question d'ancrage, je vais revenir dessus, des acteurs, sur la question de durabilité pour à la fois élargir un peu le spectre et puis leur donner les outils de savoir quel choix ils veulent prendre parce que il n'y a pas de choix parfait, en fait, c'est des compromis entre les moyens qu'a la collectivité, là où elle a la main, là où elle n'a pas du tout la main, il y a des choses qui ne sont pas sous son contrôle, pas dans ses prérogatives. Mais au moins l'outiller, qu'elle essaye de faire au mieux et de dépasser, de mettre en discussion et de dépasser parfois certaines idées reçues qu'ils peuvent avoir et voilà, amener des éléments factuels pour ce faire. Et pour finir, c'est une note un peu inspirante qui relie certains des points qu'on a discutés ensemble. C'est juste un exemple inspirant, donc ça ne dit pas que c'est possible partout, mais dans les fiers sur lesquels on a regardé, je reste un peu dans l'univers laitier parce que c'était un exemple marquant. Il y a une laiterie qui est à côté d'Orléans, basée dans une commune qui s'appelle Saint-Denis-de-l'Hôtel, qui il y a 25 ans, parce que c'est la dernière remarque là, sur l'attachement au territoire, etc., où en effet, qui va avec l'ancrage, cette laiterie, elle avait été sauvée parce qu'elle faisait surtout du Tetra Pak et elle est d'abord un des leaders en France de faire du Tetra Pak pour le jus de fruits et puis il restait la laiterie. Et ils voulaient sauver ça parce que c'était la 3e génération, c'est une entreprise familiale. Ils ne voulaient pas abandonner cette activité-là. Et du coup, ils ont reconfiguré grâce aux moyens et à la rentabilité qu'ils avaient à dégager sur leur activité de mettre en Tetra Pak des jus de fruits, de dire ils ont réinvesti dans la laiterie. Ils ont recréé des filières avec cette usine-là, des filières qui arrivent à faire de la traçabilité, apporter aux consommateurs du lait bio. C'est les premiers à avoir amené les références de lait, de bio-lait en grande distribution, sachant exactement de quel endroit ça venait en France. Et puis surtout, ils ont ouvert, en fait, quand vous voyez toute une partie du lait qu'on peut acheter en tant que consommateur sur le lait de nos éleveurs, ceux du Massif central des Hauts-de-France, etc. En fait, c'est eux qui font toute une partie de cette production en France et ça leur a permis, premièrement, déjà de sauver ce qui restait du bassin laitier. Alors, on parlait local tout à l'heure, d'abord, c'était autour de 150-200 km autour de l'usine. Et puis, à force qu'ils soient les derniers à faire et qu'il y ait de moins en moins d'industrie autour d'eux, aujourd'hui, ils s'approvisionnent en lait quasiment jusqu'à Bourg-en-Bresse, La Rochelle et les contreforts du Massif central. Non pas qu'ils vont loin parce qu'ils ont envie d'aller loin, parce qu'il y a plus d'éleveurs laitiers. Mais en fait, le fait de retravailler toute la chaîne, d'amener aux consommateurs encore une fois, la transparence, la traçabilité, ça vient de quel endroit, des bonnes conditions de rémunération, des conditions environnementales en lien avec la bio notamment. En fait, c'est ce qui a permis à cette entreprise, et c'est certainement son attachement à son territoire d'abord, et du coup, ce lien avec les éleveurs, mais aussi avec les consommateurs qui les a amenés à pouvoir reconfigurer ça et arriver à convaincre la grande distribution de jouer le jeu. Et elle y a vu sa rentabilité aussi. Donc, comme quoi, des choses sont possibles. Encore aujourd'hui, mais peut-être que cette dernière dimension dont tu parlais, il est important à reconvoquer. Merci beaucoup à tous les deux. Merci à ceux qui étaient dans la salle, ceux qui étaient en ligne.
On va s'arrêter là. Je vous invite à vous servir pour un petit déjeuner pour ceux qui étaient avec nous physiquement. Et on vous donne rendez-vous le 10 juin pour une troisième édition de ces petits déjeuners où on parlera notamment de simplification. Voilà. Bonne journée à tous.